Diane Turner est une femme de 48 ans qui a des problèmes dans sa vie. Elle se bat contre son addiction aux substances illicites et à d'autres dérives tout aussi malsaines qui l'empêchent de vivre sa vie comme elle le voudrait et de s'occuper correctement de ses deux enfants qu'elle aime pourtant tellement. Mais les mauvaises manies ont la vie dure et Diane tente de les repousser. Mais malheureusement, elle n'y parvient pas toujours. Et elle, qui est pourtant décrite par son entourage comme rayonnante, traîne dans des endroits particulièrement sombres. C'est là, sur Imperial Avenue, qu'elle va faire la rencontre d'un certain Anthony Sowell, qui est connu dans le quartier pour fournir ce que Diane cherche à ce moment-là. Je pense que vous avez compris ce qu'elle cherche. Et donc, cet homme gentil qui la regarde de haut en bas, lui propose de venir chez lui, au 12205 Imperial Avenue, juste à côté, pour prendre une bière et lui donner ce qu'elle recherche. Alors, Diane accepte. Pourquoi refuser? Il y a peut-être la possibilité de passer une bonne soirée en charmante compagnie, en plus de se laisser aller à ses travers. Alors elle le suit. Mais arrivée devant sa maison, une odeur nauséabonde s'en dégage, comme une odeur de pourri ou une odeur de mort. Mais Anthony rigole et lui indique que c'est sa belle-mère qui vit là, et que tout le quartier sait que c'est elle qui sent ainsi. Alors Diane, attirée par son envie de trouver ce qu'elle cherche, mais aussi rassurée par la désinvolture avec laquelle Anthony vient de lui répondre, accepte de rentrer. Malheureusement, elle n'en ressortira jamais. Anthony Edward Sowell est né le 19 août 1959 dans la ville de Cleveland, Ohio. Il est élevé par une mère célibataire, aux côtés de 7 frères et sœurs, mais en plus, il grandit avec 7 autres enfants qui étaient en fait ceux de sa sœur qui avaient emménagé après le décès de leur mère suite à une maladie chronique. Ils sont donc au total 14 enfants dans cette maison de Cleveland. La mère de Anthony, donc la mère de ses 7 enfants et la grand-mère des 7 autres, Claudia Gertrude Garrison, est une femme dure et autoritaire, qui le bat régulièrement. Quant à son père, Thomas Sowell, il est souvent absent et laisse Anthony et ses autres enfants livrés à eux-mêmes. Pour vous mettre dans le contexte de son enfance et bien cerner sa situation à l'époque, d'après l'un des psys de Anthony qui témoignera par la suite, l'un de ses premiers souvenirs est celui d'un neveu plus âgé, le forçant lui et d'autres membres de sa famille à se livrer mutuellement à des actes de nature sexuelle. Anthony Sowell déclare qu'il ne se souvient pas que le neveu lui ait fait quoi que ce soit d'ouvertement sexuel, mais il est apparemment tout de même forcé de pratiquer du sexe oral sur son neveu. Des cas de violence domestique sont également signalés au fil des années, et son père bat apparemment sa femme sous les yeux attentifs de ses enfants, et particulièrement d'Anthony. Tous ces éléments s'additionnent alors lentement pour former un fossé de douleur, de stress et de chagrin, et ces premières expériences traumatiques, vous l'aurez compris, marquent profondément Anthony Sowell et sème petit à petit les graines du mal qui allaient éclore plus tard dans sa vie. La mère Sowell est en plus une vraie tyran, et elle aime faire souffrir ses 14 enfants. Elle bat particulièrement les enfants de sa fille décédée, pendant que les siens observent l'horreur se dérouler sous leurs yeux. Une anecdote qui ressort de cette histoire est que la mère de Sowell a forcé l'une de ses petites filles, Leona Dewis, à se déshabiller devant les autres enfants, puis la fouetter avec des cordons électriques jusqu'à ce qu'elle saigne. En fait, l'enfance d'Anthony Sowell a été marquée par la violence, la négligence et les abus. Mais il n'est déjà, à l'époque, pas que spectateur et victime, car il est aussi lui-même bourreau très jeune, car il se met à abuser de sa nièce presque quotidiennement pendant 2 ans, alors qu'elle a à peine 10 ans. Il faut bien comprendre que tout l'environnement, même des enfants Sowell, est toxique et violent, car même les autres hommes ou garçons de la famille, d'après Leona Dewis, commettent des viols sur leurs propres nièces et neveux. Et donc, en sachant tout ça, on peut comprendre que dès son plus jeune âge, Anthony Sowell montre des signes de comportement antisocial. À l'époque, il est souvent en conflit avec ses camarades et les enseignants, il commence aussi à s'impliquer dans des activités criminelles, commettant des actes de vol, de vandalisme et d'agression. Bref, un début de vie commun au tueur en série, comme vous le savez probablement, et un terrain fertile qui entraînera l'horreur dans cette maison du 12205 Imperial Avenue. À l'âge de 18 ans, le 24 janvier 1978, Anthony rejoint les corps des Marines des États-Unis. C'est un nouveau départ pour lui, et peut-être, qui sait, que cette décision le ramènera dans le droit chemin, même si cela n'excusera jamais les sévices qu'il a déjà causés dans son enfance. Mais c'est peut-être sa chance, et sa formation commence au Marine Corps Recruit Depot Paris Island en Caroline du Sud, où il suit également une formation d'électricien à Caen-le-Jeune en Caroline du Nord. Il suit ensuite une formation de tireur d'élite et atteint le grade de caporal. Anthony est ensuite affecté à la 2nd Marine Aircraft Wing de la Marine Corps Air Station Cherry Point
et il est déployé à l'étranger. Excusez mon accent. On en sait très peu sur ses années en opération extérieure, mais on sait qu'il a été régulièrement décoré pour ses actes de bravoure sur le terrain, car oui, au cours de sa carrière qui va durer 7 ans dans le corps des marines, le caporal Sowell a reçu une médaille de bonne conduite avec une étoile de service, un ruban de déploiement du service maritime, un certificat de mention élogieuse, un mât méritoire et 2 lettres d'appréciation. Anthony est donc un élément reconnu et respecté au sein de la marine, et tout le monde a confiance en lui. Au bout de 7 ans donc, en 1985, il quitte l'armée, mais il ne va pas s'ennuyer longtemps car seulement 4 ans après, en 1989, il est arrêté. Et pas pour un délit banal, non, car il va être condamné à 15 ans de prison. Mais pourquoi? Eh bien en fait, il a accueilli chez lui une femme enceinte de 3 mois, qui lorsqu'elle a tenté de quitter le domicile de Sowell, a été attrapée, battue et attachée par les mains et les pieds, puis a été bâillonnée avec un chiffon. Anthony Sowell a ensuite abusé d'elle. Mais elle n'est pas allée voir la police, par peur de menaces de la part de Anthony, et c'est finalement en 90 qu'il a été accusé d'enlèvement, de viol et de tentative de viol, mais sur une autre femme du nom de Gladys Wade. Elle déclare aux policiers qu'Anthony Sowell l'a invitée à prendre une bière alors qu'elle passait par là et qu'elle se rendait à l'une des petites épiceries du quartier, et lorsqu'elle a refusé, Sowell l'a attaquée. Elle raconte qu'il l'a traînée à l'étage, l'étranglant si fort qu'elle a perdu connaissance, et lorsqu'elle est revenue à elle, elle a découvert qu'il la forçait à enlever ses vêtements, qu'il l'étouffait et essayait de la violer. Bref, il a donc été arrêté et il a rapidement plaidé coupable de viol et de tentative de viol et a été condamné à 15 ans de prison ferme. Durant sa détention, son père va décéder et Anthony sera quant à lui libéré en 2005. Une peine qui aurait pu le calmer, l'inciter à se ranger et à ne pas commettre d'autres crimes. En effet, il a déjà perdu 15 ans de sa vie à sa sortie en 2005. Il serait donc normal de vouloir profiter de celle-ci à partir de là. Et c'est ce qu'il va faire en quelque sorte. Mais pas de la manière dont vous et nous l'entendons. Lors de sa sortie, il retourne à la maison familiale au 12 205 Imperial Avenue et il recommence sa vie. De 2005 à 2007, Anthony travaille dans une usine. En 2007, il a été licencié et il a commencé à toucher des allocations chômage. En même temps, des disparitions mystérieuses de femmes afro-américaines et considérées comme toxicomanes et prostituées commencent à faire un peu de bruit dans les alentours, seulement quelques jours après sa sortie de prison. Mais les autorités ignorent ce genre d'affaires, apparemment dû au profil des disparus. Puis pendant ces années qui passent, Anthony rencontre une certaine Laurie Frazier, avec qui il se lie d'amitié, puis rapidement, la relation devient bien plus. En fait, Laurie Frazier est la nièce du maire de Cleveland, Frank J. Jackson, ce qui lui permet de profiter d'un certain statut et de se vanter d'être protégé et intouchable. Par la suite, les deux amoureux commencent à vivre ensemble dans la maison familiale, et ils seront ensuite rejoints par la mère de Laurie, qui va vivre avec eux pendant plusieurs années dans la même maison. Mais dans ce calme apparent, il y a quelque chose qui commence à déranger les voisins. Une odeur nauséabonde venant de la maison familiale. Anthony, quant à lui, qui déteste sa belle-mère, en profite pour dire que c'est elle qui pue et qui a ramené son odeur ici. Il la termine, ce bâtard. Mais tout le monde commence à se plaindre de cette odeur, et même Laurie, qui vit avec lui, et il va apparemment lui répondre la même chose. Finalement, les voisins dont l'odeur est trop dérangeante finissent par penser que cela vient de la boutique de saucisses à proximité, mais elle se défend en affirmant qu'elle n'enfreint aucun code de santé. Et l'odeur est toujours là, et elle est même pire au fil du temps. Les gens s'interrogent. Qu'est-ce que ça peut être? Là, les témoignages divergent. Certaines personnes disent que Anthony Sowell est alors vu comme un homme gentil et sans histoire, et que personne n'est au courant de sa précédente condamnation. Pendant que d'autres racontent que les gens se doutent de ce qu'il fait, car certains voisins disent que la puanteur sur l'Imperial Avenue de Cleveland est insupportable, surtout par temps chaud, et que ça sent le sang comme quelque chose en décomposition, et que ça sent la mort. Et même qu'ils sont au courant des activités d'Anthony, car oui, après son licenciement, il est devenu en réalité dealer et fournisseur de drogue. Une activité qui lui permet de côtoyer de nombreux toxicomanes, qu'il accueille alors gentiment chez lui. Mais ça, c'est évidemment après coup que les gens en parlent. Et comme je l'ai dit, les versions et les témoignages divergent et donnent deux versions différentes. Qui dit vrai alors? Cette puanteur est donc signalée dès le début d'année 2006, soit seulement quelques mois après la sortie de prison d'Anthony. Et elle va être laissée ainsi jusqu'à ce que 5 ans plus tard, en 2011, la police vienne frapper à la porte d'Anthony Sowell, en réponse à une plainte pour viol déposée contre lui. Mais il est absent. Il décide alors tout de même d'entrer chez lui pour savoir ce qui s'y passe,
Et alors qu'ils pénètrent à l'intérieur, l'odeur est encore pire. C'est vraiment l'odeur de la mort. Et pendant qu'ils explorent la maison et montent à l'étage, ils découvrent 2 cadavres de femmes en décomposition posés sur le sol. Puis en sortant pour prendre l'air, ils trouvent dans le jardin une tombe mal construite. Et ça, ce n'est que le début de l'horreur. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je profite de ce petit passage pour vous demander de vous abonner. C'est gratuit et ça me soutient énormément. En plus, on approche des 10 000 abonnés, alors pourquoi pas y aller à fond ? Vous voyez ? Avant la fin du mois de mars par exemple. Voilà, on va arriver au mois de mars, tranquille. Ça serait bien. Je vous remercie pour ceux qui le feront. Et on continue la vidéo. Pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, Anthony Sowell n'a pas du tout cessé ses activités criminelles, et même bien pire. Car il a attiré chez lui des dizaines de femmes, appâtées par la drogue qu'il vend et par ses phrases manipulatrices. Et certaines en ressortiront, et comme vous l'aurez compris, d'autres non. Les victimes de Sowell sont en majorité des travailleuses du sexe et des toxicomanes, comme je le disais tout à l'heure, les fameuses disparitions étranges. Et c'est donc apparemment pour ça qu'elles n'ont pas été considérées comme une priorité pour les autorités, même si elles étaient déclarées disparues. Pas toutes, mais certaines en tout cas. Il profite donc de cela et use de son charme pour attirer et tuer 11 victimes. Des victimes qui sont découvertes et identifiées au fur et à mesure des jours, jusqu'à atteindre le nombre horrible de 11 corps disséminés dans toute la propriété de Anthony Sowell, où il vit chaque jour et où il profite des cadavres et où même des amis et sa famille passent alors que l'odeur est inévitable. Dans ses victimes, il y a Crystal Donzier, 28 ans, disparue en mai 2007. À ce moment-là, elle est alors une mère célibataire qui a 3 enfants qu'elle aime plus que tout au monde. Malheureusement, sa lutte contre la toxicomanie l'amène souvent à fréquenter des endroits sombres et dangereux, où elle rencontre alors Anthony Sowell pour la dernière fois. Il y a aussi Tishana Culver, 31 ans, disparue en juin 2008, elle aussi toxicomane. Mais aussi Leshana Long, 25 ans, disparue en août 2008. Michelle Manson, 45 ans, disparue en octobre 2008. Puis Tonya Carmichael, 53 ans, disparue en novembre 2008, qui est alors une ancienne toxicomane qui essaie désespérément de se reconstruire une vie meilleure. Et malgré ses luttes passées, elle est aimée et respectée par sa famille et ses amis. Mais de nouveaux mauvais choix l'ont malheureusement conduite sur le chemin de Sowell, où sa vie a été tragiquement interrompue. Il y a aussi Kim Yvette Smith, 44 ans, disparue en janvier 2009. Nancy Cobbs, 45 ans, qui est alors une mère aimante et une grand-mère. À ce moment-là, elle traverse elle aussi des moments difficiles dans sa vie, mais elle garde toujours espoir en un avenir meilleur. Malheureusement, cet espoir a été anéanti lorsque son chemin a croisé celui d'Anthony Sowell, mettant fin à ses rêves et à ses aspirations. Il y a aussi Amelda Hunter, 47 ans, disparue en avril 2009. Alors présentée comme pleine de vie et d'énergie, elle est même décrite avec un sourire éclatant qui illumine la vie de ceux qui l'entourent. Mais ce sourire a été effacé à jamais lorsque sa vie a été cruellement arrachée par les mains de Anthony Sowell. Mais aussi Janice Webb, 48 ans, disparue en juin 2009. Et Telacia Forton, 33 ans, disparue elle aussi en juin 2009. Elle est alors une jeune mère qui lutte courageusement contre ses démons intérieurs, et malgré ceci, elle garde toujours espoir en un avenir meilleur pour elle et ses enfants. Mais cet espoir a lui aussi été brisé lorsque sa vie a été tragiquement fauchée par Sowell. Et enfin, Jan Turner, 48 ans, disparue en septembre 2009. Elle est alors mère de 2 enfants et est décrite comme une personne généreuse avec une joie de vivre contagieuse. Mais cette joie a encore une fois été éteinte brutalement lorsque sa vie a été prise dans l'horreur de la maison du 12205 Imperial Avenue. Ce sera la dernière victime, tuée par Anthony Sowell. Toutes ces victimes sont mortes dans une brutalité inimaginable. Chaque victime a été soumise à des actes de violence extrêmes, de torture, de mutilation, et les détails des meurtres révèlent une cruauté inhumaine et une absence totale de compassion. Les corps de chaque victime sont retrouvés dans des conditions choquantes, certains à peine dissimulés dans la maison de Sowell, avec qui il vit et même qu'il consomme régulièrement, tandis que d'autres sont enterrés dans la cour arrière. Les autorités sont horrifiées par l'ampleur de la barbarie et la sauvagerie des actes commis dans cette maison. Elles ne seront cependant pas oubliées et ont malheureusement quitté ce monde en laissant, et ce malgré leurs différents défauts et démons, des proches plongés dans un abîme de douleur et de chagrin, cherchant désespérément à comprendre comment de telles atrocités ont pu se produire. La ville de Cleveland a également été profondément secouée par ces événements, et les autorités ont été critiquées pour leur manque de réponse initiale aux signaux d'alarme. Oui, car des victimes, il y en a eu, beaucoup, et même plus que ce que je vous ai cité, et certaines ont même survécu, et avaient déjà tiré la sonnette d'alarme.
mais elles n'ont pas été vraiment prises en compte. Une nuit de décembre 2008, une femme fait signe à la police de descendre vers la maison de Anthony alors qu'elle est couverte de sang. La police se rend alors là-bas et l'arrête, et des nouvelles preuves de crime pour viol et agression sont portées contre lui. Mais elles ne sont pas retenues. On ne sait pas pourquoi. S'il l'avait arrêté ce jour-là, lorsqu'il a été une nouvelle fois pris pour viol et agression, avec de nombreuses preuves, plusieurs des victimes dont il a pris la vie seraient encore là. Et ce n'est pas fini. En avril 2009, Tanja Doss accepte d'aller boire une bière chez Anthony Sowell. Même si Doss connaît de loin Sowell et sait qu'il est allé en prison, elle ne sait pas pourquoi. Mais une fois arrivé dans sa chambre, il a totalement craqué. D'après la propre déclaration de Tanja Doss, Sowell l'étrangle et menace de la tuer. Il lui dit alors qu'elle manquera à personne et que même personne ne remarquera son départ. Il l'oblige alors à se déshabiller, mais ne la viole pas parce qu'ils s'évanouissent tous les deux. À la suite de ça, le 2 septembre 2009, Anthony Sowell se présente auprès du bureau du shérif du comté, comme demandé. Mais il n'est pas arrêté, malgré son passé. 20 jours plus tard, le 22 septembre, des policiers effectuent une visite surprise pour vérifier son adresse indiquée, et Sowell les accueille à la porte et répond à leurs questions. Puis ils partent, comme si de rien n'était, malgré l'odeur apparemment nauséabonde. La police découvrira plus tard que seulement quelques heures après leur départ, Sowell a traîné une femme à l'intérieur de sa maison, l'a étranglée avec une rallonge et l'a violée. Elle a néanmoins survécu et a ensuite dit à la police, une fois l'affaire mise en lumière, qu'elle avait réussi à s'en sortir en promettant qu'elle n'irait pas voir la police et qu'elle reviendrait pour lui donner 50 $ en plus. Mais la question c'est qu'est-ce qui s'est finalement produit pour que Anthony Sowell soit arrêté? Puisque malgré toutes ces choses, il ne lui est rien arrivé. Il devait donc se sentir intouchable. Eh bien, vous allez le voir, c'est grâce à l'événement suivant. Cela se produit lorsque des voisins de Sowell voient une femme nue sauter ou tomber par la fenêtre du deuxième étage de sa maison et appellent le 911. Une ambulance amène alors la femme au centre médical où ils découvrent qu'elle est sous l'influence de drogue, mais elle refuse de parler à la police. Mais les flics se rendent tout de même une première fois chez Sowell, et personne n'ouvre la porte. Puis quelques jours après, le 29 octobre 2009, la police est de retour, cette fois mandat d'arrêt en main, prêt à arrêter Anthony Sowell, mais qui n'est toujours pas chez lui. Il décide alors, comme je vous le disais avant, d'entrer dans la résidence, et c'est là qu'il découvre 2 corps en décomposition. Puis le lendemain, ils en trouvent 3 autres. Quelques jours plus tard, la police l'accuse de 5 meurtres et trouve en même temps 6 autres corps dans la maison. Quant à lui, il ne l'attrape que quelques jours plus tard, en train de tranquillement faire la fête. Puis finalement, à la mi-novembre 2009, la police a retrouvé et identifié les restes de 11 victimes. Petite anecdote que je trouve intéressante quand même, faut savoir que Laurie Frazier, vous vous souvenez, la nièce du maire Cleveland et la copine de Anthony, elle vivait là pendant que tout cela se passait. Ils vivaient ensemble depuis 2005 et Laurie Frazier affirme qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait malgré la puanteur qui se dégageait. Bon, il est apparemment soupçonné qu'elle a été un peu protégée vu que c'était la fille d'un politicien quoi. Mais bon, potentiellement qu'elle savait des choses en tout cas. Vu l'odeur, c'est difficile d'imaginer qu'elle ne se doutait de rien du tout. Mais bon, on ne le saura jamais. Au cours de la mise en accusation, Anthony Sowell plaide non coupable, puis est finalement reconnu par la cour elle-même non coupable pour cause de problèmes mentaux. Mais au cours du procès de cette affaire, des preuves claires et convaincantes sont présentées pour déclarer M. Sowell saint d'esprit et responsable de l'enlèvement, du viol, du meurtre et du démembrement de ses malheureuses victimes. Dr James Knoll est alors appelé à témoigner pour contrer cette affirmation de la défense selon laquelle Anthony Sowell, 51 ans, est psychotique et devrait voir sa vie épargnée. Le docteur déclare que la façon dont les victimes étaient ligotées, étranglées et torturées reflétait un thème commun dans le sadisme sexuel, qui est le contrôle des victimes impuissantes. L'intention de lier soigneusement les victimes et de les étouffer était une démonstration de sa domination totale. Mais le docteur George Woods, un expert engagé par la défense, a déclaré que Anthony Sowell souffrait de plusieurs maladies mentales, notamment un trouble obsessionnel compulsif et un trouble de stress post-traumatique résultant de mauvais traitements qu'il a subis pendant son enfance. Sowell a en effet grandi dans une famille qui avait des antécédents de violence physique remontant à plusieurs générations. Et donc, d'après le docteur, le passé de cet homme a créé le monstre qu'il est devenu. Encore d'après lui, M. Sowell avait une haine envers les femmes à cause de ce qu'il avait vécu avec sa propre mère, et il pense que ses idéologies sur le sexe ont été manipulées et créées par ses propres abus sexuels lorsqu'il était enfant. Malgré tout ça, le 22 juillet 2011, Anthony Sowell est reconnu coupable de 85 chefs d'accusation, et les jurés recommandent la peine de mort, à laquelle il est condamné.
Après le procès, Anthony Sowell continue de se battre pour sauver sa propre vie et plaide toujours non coupable. C'est alors de négocier afin d'annuler sa condamnation à mort, car selon lui, il n'a pas eu droit à un procès équitable en raison de la quantité de médias présents. Selon Anthony Sowell, les médias ont influencé le jury et par conséquent, il ne devrait être condamné qu'à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais cette mesure, comme toutes les autres tentatives précédentes, ne fonctionne pas, et il reste dans le couloir de la mort pour ce qu'il a fait à ses victimes innocentes. Tout ce qui appartient à Anthony Sowell s'est peu à peu dégradé après son arrestation et sa condamnation. En décembre 2011, la résidence dans laquelle vivait Anthony Sowell, au 12205 Appareil Avenue, est démolie. Anthony Sowell, qui est alors incarcéré à l'établissement correctionnel de Chillicothe, où il passe 10 ans dans le couloir de la mort, est finalement transféré le 21 janvier 2021 au Franklin Medical Center de Columbus, où il a commencé ses soins de fin de vie. Cependant, il meurt le 8 février 2021, à l'âge de 61 ans, des suites d'une maladie en phase terminale non précisée. Anthony Edward Sowell, également connu sous le tristement célèbre nom de The Cleveland Strangler, ou en français, avec un accent moins éclaté, l'étrangleur de Cleveland, était un tueur en série et un violeur américain redouté, qui a assassiné 11 femmes pour lesquelles il a été reconnu coupable. Tous les corps des femmes qu'il a assassinées ont été retrouvés chez lui dans sa maison, à Cleveland, Ohio. Toutes ces victimes, qui ont malheureusement perdu la vie, n'ont, d'après l'opinion publique, pas vraiment été prises en compte même lorsqu'elles étaient déclarées disparues. Peut-être que si ces signalements avaient été gérés plus sérieusement, certaines seraient toujours en vie. On ne le sait pas. Peut-être que si Anthony Edward Sowell avait eu une enfance plus calme et moins soumis à la violence et à l'horreur, aurait-il eu une vie plus paisible et moins jonchée de cadavres? On ne le sait pas. Tout ce que l'on sait, en revanche, c'est que malgré les travers de ses victimes, elles ne méritaient pas pour autant de finir ainsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez vu, nous sommes dans une ambiance particulière. Je suis en déplacement, mais je ne vous oublie pas et je tourne toujours mes vidéos et je les monte. Donc voilà, je suis en extérieur. J'espère que le bruit de la pluie, car il pleut de ouf, n'a pas été trop dérangeant. Moi, en tout cas, j'ai essayé de créer une petite ambiance là avec la pierre et tout. J'ai trouvé un petit endroit. J'ai mis des petites bougies. Bon, je vois qu'il y en a une qui s'est éteinte pendant la vidéo. Bon, les aléas du tournage. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Même si je n'ai jamais vraiment le bon terme, j'espère que ça vous a intéressé. Que le son était bon, normalement avec ces micros c'est pas trop mal, mais avec la pluie, l'ambiance et tout, j'espère que ça sera bon. On verra au montage, sinon ça se trouve cette vidéo ne sortira même pas sous ce format et je la remonterai et la retournerai. On verra. En tout cas, merci encore à tous, on est aux 9000 abonnés, donc continuez à vous abonner, vraiment, ça me fait super plaisir. On arrive bientôt aux 10 000, 10 000, sacré cap, on se rend pas compte parce que maintenant on relativise plus du tout les chiffres, mais 10 000 c'est un sacré cap. En tout cas, la famille, je vous remercie. Je donne tout ce que je peux pour vous donner le maximum de vidéos. Comme vous voyez, il y a une vidéo par jour qui sort en ce moment, que ça soit short ou grosse vidéo. Et voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois de votre soutien, vraiment du fond du... Et ma caméra a coupé au moment où j'étais en train de parler. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Si jamais je ne l'ai pas dit juste avant, ça a coupé avant. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Continuez à me soutenir. Et bien sûr, abonnez-vous. C'est le meilleur soutien et c'est gratuit. Bisous la famille.